Ça fait maintenant quasiment 2 semaines qu'ont eu lieu les championnats du monde Ironman 2022 à Kona. Ça fait aussi quasiment 2 semaines que du coup je repense beaucoup à cette course qui ne s'est pas passée comme je l'avais envisagé et dont les résultats ne reflètent en rien mon engagement vis-à-vis du sport. Ce résultat ne reflète pas non plus le sérieux et la rigueur de ma préparation ou encore mon envie de réaliser une belle performance durant cette course qui constitue un aboutissement en soi après avoir rêvé tant de fois d'y participer. Kona est une course à part, on me l'avait dit, je l'avais entendu à plusieurs reprises, mais parfois l'expérience des autres n'est pas suffisante pour y croire. Et pourtant, après l'avoir vécu, moi aussi je peux maintenant dire que oui, Kona est vraiment une course à part. À part tout d'abord parce que l'ampleur de l'événement, l'ambiance, l'atmosphère, le lieu, l'histoire et les enjeux ne sont comparables avec aucune autre course. À part également parce que le parcours, usant, exposé aux éléments, l'environnement avec une chaleur et une humidité extrêmes, ou encore un vent omniprésent que l'on a toujours l'impression d'avoir de face, sont autant de facteurs qui rendent la performance encore plus difficile. Et il y a aussi les spécificités comme la nage sans combinaison dans une eau parfois agitée, ou encore l'interdiction de rouler avec une lenticulaire qui demande un surplus d'investissement physique. À part enfin parce que souvent, c'est l'aboutissement d'un parcours entamé plusieurs années auparavant. On rêve de courir à Kona dès ses débuts de triathlète amateur, en sachant que peu sont ceux qui auront la chance de vivre ce rêve. Et même s'il ne s'agit au fond que d'une course, en réalité, pour beaucoup d'entre nous, il s'agit de la course. Ce que je n'avais pas mesuré avant de poser les pieds sur l'île, mais qui très vite nous saute aux yeux comme une évidence. L'Ironman de Kona est une course à part. Il y a une citation de Daniel Arif que j'aime beaucoup et à laquelle on devrait souvent plus penser dans ce sport. Le succès ne veut pas dire tout gagner, mais retirer le meilleur de chaque situation. Ma course a été difficile, très difficile, et clairement, je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Mais cela reste pour moi une expérience magnifique et sur cette base, un véritable succès, car j'ai profité de chaque instant comme tout triathlète participant à cet événement unique devrait le faire. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, bon on est une petite dizaine de jours après les championnats du monde de Kona. J'ai quand même pris un petit peu le temps de la réflexion avant de vous faire ce debrief. Et bon, comme vous l'avez certainement vu, que ce soit sur l'application Ironman Tracker ou alors sur mon Insta, les résultats n'étaient clairement pas, on va dire, à la hauteur de mes espérances et certainement pas à la hauteur de ce que j'avais investi en termes de temps et d'énergie pour arriver le plus près possible. Et c'est peut-être justement là aussi en partie une raison pour la contre-performance, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, l'idée dans cette vidéo, c'était de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, la préparation, vraiment les derniers jours avant la course, de vous partager avec moi mon sentiment pendant la course, comment est-ce que j'ai vécu les différentes parties, la course de manière générale, et à la fin de la vidéo de faire voilà, une petite analyse en essayant d'expliquer tout simplement pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à performer comme je l'avais voulu, pourquoi je n'ai pas performé au niveau pour lequel je m'étais préparé et voir naturellement ce qu'il va falloir changer l'année prochaine parce que là bon il reste les 70.3 Worlds dans maintenant 10 jours. Voir ce qu'on peut changer en 10 jours. En réalité, en 3 semaines, c'était le temps entre Kona et St. George. Et surtout, pour l'année prochaine, voir pour ne pas refaire les mêmes erreurs et retourner vers un niveau de performance qui correspond plus, je pense, à mon niveau physique et en tout cas à ma préparation. Allez, on y va. Donc, on est arrivé à Kona, allez, on va dire 8 jours avant la course, mais on était déjà sur Hawaï à peu près 13 jours avant la course, 12-13 jours avant la course. L'idée, c'était de splitter un petit peu le voyage en deux, profiter aussi d'être sur place pour découvrir une autre île. Donc là, c'était l'île de Oahu qui était assez sympa. C'est là où on a Waikiki, on était installé sur Waikiki Beach. Un endroit plutôt cool, il n'y a pas vraiment grand chose à voir à part voilà, faire des excursions, voir un petit peu les volcans, voir la plage,
Alors pour ceux qui veulent faire du surf, ceux qui veulent aller faire du snorkeling et tout ce genre de choses là, c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de magasins, pas mal de restos, c'est plutôt sympa pour se promener. Mais bon, voilà, l'idée c'était juste faire un petit tour rapidement. J'en ai profité quand j'étais là-bas pour aller courir, juste m'habituer à la chaleur, à l'humidité, et au final tout se passait plutôt bien. Je pense que j'avais un bon niveau de forme, pas trop de fatigue suite aux différentes courses, en tout cas ressenti pendant ces entraînements-là, suite aux différentes courses de l'année. Le voyage, le jet lag, ça a été plutôt bien géré, et donc voilà, un petit peu de course à pied. J'ai été aussi nager, une piscine assez sympa, et j'ai également été rouler. Là j'ai fait un tour, alors je ne sais plus exactement la distance, mais ça devait être un petit peu plus de 2 heures, 2h30 peut-être, sur toute la partie sud de l'île, qui était assez cool. Alors j'avais la flemme clairement de remonter mon vélo juste pour quelques jours, après de le redémonter, le remettre dans la boîte et repartir sur Kona. Donc en fait j'ai loué un route, et bah, c'était de toute façon ça faisait le travail, hein. J'avais juste pas d'indication de puissance ou autre, parce que mon potentiomètre est intégré en réalité dans le pédalier. Mais c'est pas très grave, ça m'a permis de voilà, faire tourner les jambes, visiter, ce qui était plutôt sympa. Donc en réalité on passe par une sorte de petit col où la température se rafraîchit pas mal, hein, quand même au début. Après il y a une bonne grosse descente, on passe dans 2 tunnels avant d'arriver de l'autre côté de l'île sur la côte, et là ben, on longe la côte pour revenir sur Waikiki. Plutôt cool. Après ça, donc on est resté 3-4 jours je crois sur Honolulu et Waikiki. On a pris l'avion vers Kona, et l'idée là naturellement c'était de avoir le temps quand même de s'habituer vraiment au climat sur place, même si au final il n'était pas si différent de ça par rapport à Honolulu. Donc des températures on va dire entre 28 et 32 degrés, une humidité qui n'était pas, alors moi je m'attendais genre à 100% d'humidité comme quand on est vers Singapour ou autre, où on sort, on a l'impression qu'on a pris une douche. En fait c'était pas comme ça. Il y avait, je pense, dans les 70-75% d'humidité peut-être, mais on le ressent à l'effort, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un sauna ou un hammam dès qu'on sort à l'extérieur. Donc à ce niveau-là, ça m'a quand même un petit peu rassuré. Et donc sur place, en réalité, c'était vraiment comme je m'attendais à le voir. C'est juste une petite ville qui ne vit que pour l'Ironman pendant voilà, peut-être 2 semaines avant, et bon, après la course ça s'arrête tout de suite, hein, parce qu'ils démontent tout, tout est plié, et il n'y a plus grand chose qui reste. Mais avant c'est assez sympa, et en réalité pour nous triathlètes, je pense que c'est quand même une expérience à vivre. Il y a énormément de monde, c'était pas non plus la folie. Ils annonçaient voilà, avec l'Ironman femmes et hommes splittés sur 2 jours, ils annonçaient vraiment un flux massif avec des pénuries dans les magasins, dans les restaurants, des queues qui n'allaient plus en finir pour aller manger. C'était pas du tout le cas. Honnêtement, on n'a pas fait plus de queues qu'ailleurs pour aller manger. Nous on était installés donc au Royal Kona Resort, qui est juste, il fait face en fait à la baie de Kailua Kona, là où se passe la natation. Donc vraiment l'endroit au top. On a quelques petits pas à faire. On avait juste à côté le stand Ceramic Speed, il y avait Core aussi, où il y avait Eden, Blue, leur coach, qui avait fait une petite interview, une sorte de petite conférence de presse pour parler de leurs nouveaux produits, Santara Tech je crois. C'était assez intéressant. Et à côté de ça, donc on avait tous les restos là qui sont le long de la baie, notamment le Lava Java, je crois, qui est assez connu, où il y avait les gens de Canyon, en tout cas les athlètes sponsorisés par Canyon, qui faisaient leurs interviews. Et je crois qu'il y avait Laura Philippe, il y avait à un moment il y avait Frodeno, il y avait aussi l'autre affreux, comment il s'appelle, Patrick Lang. Donc assez sympa. En continuant un petit peu, on arrivait au village Ironman.
Là, vraiment super cool aussi. C'était clairement, ça n'a rien à voir avec les villages Ironman dans les autres courses. C'était plus ou moins similaire, avec quand même un petit peu plus de marques que à Saint George pour les championnats du monde 2021. Mais voilà, super sympa. J'ai pu aller voir aussi les gens de Trimtex, comme je vous l'avais dit. Donc je suis ambassadeur de la marque pour cette année et jusqu'à fin décembre 2023 pour l'instant. On verra si ça se reconduit ou pas, mais en tout cas je suis super content de pouvoir travailler avec eux. Et j'avais récupéré aussi au passage les petits manchons de mollet qui vont vite. C'est les mêmes que Blue portait. Il les portait pas là parce que en fait, vu qu'il s'agit d'une nage sans combinaison, ça suppose de les mettre en T1. Alors lui, il avait peut-être pas 10 secondes à perdre. Moi, clairement, je pouvais prendre 10 secondes pour les mettre. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Donc village Ironman, on continue un petit peu sur Alley Drive, on arrive à la ligne d'arrivée avec ce grand tapis rouge qui nous emmène vers l'âge d'arrivée. Bon, là on se retrouve sur la finish line. D'ailleurs, ils sont en train de monter l'arche d'arrivée. Donc on est mardi début d'après-midi pour jeudi. Donc pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a pas grand chose qui est déjà installé. Là, ça va être des gradins, je pense, pour tout ce qui est presse, photos et autres. Donc là, l'arche d'arrivée. Là, il y a les gradins, pareil. Donc notre hôtel, il est juste là-bas, plutôt bien placé. Et voilà, donc ça va se monter tranquillement. Tout ça, ça va être ultra blindé pour jeudi et samedi. Hâte d'y être. Je pense que l'ambiance va être juste dingue. Et on continue un petit peu. On arrive à l'hôtel où se passait tout ce qui était registration, où il y avait les briefings. Il y a aussi l'espèce d'énorme tente avec tout le merchandising Ironman. Et à côté de ça, il y a le pier où se passent les transitions. On va raquer tous les vélos. Sur le côté du pier, il y a également les tentes pour se changer pendant la T1 et la T2. Et juste à côté du pier, il y a également le départ de la natation, donc dans la baie de Calvacona. Voilà un petit peu pour le setup. Alors, en arrivant sur place, naturellement, j'ai remonté le vélo. Je suis allé faire un tour. L'idée, c'était de reconnaître un petit peu les parcours. Et le parcours vélo, il est assez simple. Au départ, il y a une sorte de petit out and back qui n'est pas sur la Queen K. Mais ensuite, on remonte sur Palani Drive, qu'on va aussi prendre plus tard en course à pied. On tourne à gauche sur la Queen K. Et là, c'est, je pense, 165 km, grosso modo, aller-retour jusqu'à Avi, que j'ai compris ne se prononçait pas Aoui mais Avi, qui est là où on fait le demi-tour tout au bout de l'île. Et c'est plutôt cool pour s'entraîner parce qu'il y a quand même on roule sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est 2 fois 2 voies, après ça se rétrécit à 1 fois 1 voie. Mais en tout cas, tout du long, il y a une bande d'arrêt d'urgence assez large qui est bien entretenue et qui permet de rouler. Alors moi, j'ai pas eu de problème et j'ai plutôt été chanceux, mais je comprends qu'il y en a qui ont quand même peut-être crevé avec peut-être les débris de verre, fer ou autre qui se trouvaient sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça n'a pas été mon cas, donc j'étais plutôt content à ce niveau-là. Et les gens respectent plutôt bien en voiture, j'ai pas eu de problème, pas vu de problème non plus. Donc assez simple pour reconnaître le parcours, on y va et j'ai fait ça peut-être 2-3 fois, à chaque fois 60 km et l'idée c'était vraiment de m'habituer un petit peu. C'est un parcours qui n'est pas compliqué, on peut vraiment rester sur les barres tout du long, mais il est juste usant parce que c'est vraiment en toboggan, ça n'arrête pas, ça monte, c'est pas des montées qui sont très fortes et ça redescend, mais direct après ça remonte et c'est comme ça pendant 180 km, donc au bout d'un moment, moi les parcours qui me conviennent bien c'est ceux où je peux me mettre sur les barres, je reste là, je baisse la tête et je pousse la puissance que je peux pousser. Là clairement il faut relancer à chaque fois, donc ça prend quand même de l'énergie et et ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais en fin de vélo j'avais plus de jambes. En tout cas j'arrivais plus à pousser les watts, déjà de manière générale j'arrivais pas à pousser les watts que je voulais, mais à la fin du vélo alors là c'était catastrophique.
En natation, là l'idée c'était de ne pas nager en piscine. Naturellement, m'habituer davantage à nager dans l'océan. Et ce que j'ai fait, c'était je crois 3 km la première fois et après deux fois 2 km. Donc dans la baie, pareil, on part du pier tout droit, un petit demi-tour et on revient tout droit. C'était pas vraiment gênant en réalité de nager sans combinaison. Alors forcément on nage un petit peu moins vite, mais je pensais que vu que je suis pas non plus le meilleur nageur au monde, je pensais avoir des petits problèmes peut-être de flottabilité ou quoi, mais alors pas du tout. J'étais agréablement surpris. L'eau elle est assez salée. Alors je sais pas si la densité fait qu'il y a une meilleure portance que dans d'autres mers ou océans. La Méditerranée elle est assez salée, c'est là où je nage le plus aussi, mais voilà, je n'ai pas vraiment remarqué de différence à ce niveau-là. Les entraînements, j'en ai fait un juste avec la trifonction Trimtex, qui, bon, voilà, ça fait le travail. Les deux autres, je les ai fait quand même avec le swimsuit de bord que je m'étais acheté, c'est le Tsunami 1.0, je crois, qui vraiment fait le travail. Ça fait vraiment un effet seconde peau. On sent quand même qu'il y a un petit mieux en termes de glisse. Donc à ce niveau-là, j'étais vraiment très content du choix. Et voilà, les temps, clairement, ils n'étaient pas hallucinants hein, sur la natation. Je crois que les 2 premières fois, j'étais en 2 minutes au 100, ce qui, je crois, était un problème partagé par beaucoup de monde lorsqu'ils regardaient leur Garmin. On n'a pas l'impression de nager super vite. Après, le jour de la course, c'est un petit peu mieux. Quand j'ai mis la swimsuit pour nager, ça a aussi baissé un petit peu le temps. Puis, y a aussi l'environnement qui est vraiment magnifique. Le fond est vraiment top. Donc c'est un mélange entre peut-être des coraux et le sable. Il y a des poissons de toutes les couleurs, des poissons jaunes. C'est assez joli. Quand je nageais à Honolulu, j'avais croisé 2 tortues énormes. C'était assez cool. Et ouais, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Donc là encore, ça vaut vraiment la peine, rien que pour pouvoir évoluer dans cet environnement en nageant, en pédalant ou en courant. C'est une super expérience en soi. Et donc le dernier type d'entraînement, course à pied, pareil pour reconnaître un petit peu le parcours. Donc là j'en ai pas fait beaucoup. J'ai couru un petit peu sur Alley Drive sur la première partie une fois qu'on sort de la T2. Là c'est pareil, c'était juste pour reconnaître un petit peu le parcours et voir un petit peu à quoi m'attendre. Bonjour à tous, bon, on est lundi 3, par quelques jours avant la course. Là, je fais un petit run facile de 10K juste pour le début du parcours en fait, sur Alley Drive, remonter Palani et après sur la Queen Cay. On va y aller, ça va être doucement. Donc là on est sur Alley Drive, sur une partie de la course à pied qui va se passer par ici. Et il est 8h du mat et il y a déjà pas mal de monde. Bon là je viens de monter Palani Road, c'est la route qui est juste derrière moi là. Je pense que ça doit arriver vers le 10-15e kilomètre. En course à pied, je pense que ça va être tendu. Hein. C'est déjà là comme ça, sans rien avoir fait avant, c'est pas facile. Je pense qu'après la natation et les 180 km de vélo, ça va pas être évident. Donc là on est juste au croisement avec la Queen Cay. Donc le vélo ça va partir par là. Course à pied pareil. Et ça fait un peu peur, je me dis avec toute la chaleur, avec déjà une partie de la course dans les jambes, ça va pas être évident. Allez, je continue par là.
Voilà, on est sur la Queen K, on a fait quelques kilomètres. Donc c'est une partie du parcours vélo, une partie du parcours course à pied. En fait, c'est une sorte d'autoroute, 2 fois 2 voies. Ce qui est assez cool, c'est que la bande d'arrêt d'urgence de chaque côté, elle est assez large, donc ça permet de courir, ça permet d'être là en vélo. Et plutôt sympa. Super revêtement, ça roule vraiment bien. Et pas trop chaud, pas trop humide non plus, pas trop de vent. J'espère que ça sera comme ça samedi. Bon voilà, 10K. Ah, il est 9h du mat, j'ai en transe totale. Mais ça va, les jambes sont là. Le voyage, le jet lag, ça semble être de l'histoire ancienne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc j'avais également été reconnaître cette portion. Sur cet entraînement-là, j'avais fait un petit peu plus d'intensité, juste voilà, pour garder un peu de tonicité. J'avais pas trouvé ça extrêmement difficile, pour être honnête, lorsque j'avais fait ça juste comme ça, de manière isolée. J'ai fait 4 km du haut en bas du Energy Lab, 4 km pour revenir. Et en vrai, le jour de la course, c'était pas du tout la même. Je vous en parle plus tard, mais c'est là que ça a commencé vraiment à partir en couille. Bon, ce matin, on est jeudi 6 octobre, il reste 2 jours avant la course. Tire on easy, 4 km, c'est juste pour faire tourner les jambes. C'est aussi pour m'assurer que les Metaspeed Sky sur lesquels j'ai mis les lacets plats Orca serrage rapide sont bien réglés tout simplement, qu'elles tiennent bien mon pied sans trop le serrer, sans faire de problème de pression à certains endroits. Donc je vais prendre un petit bout du parcours course à pied qui passe juste devant l'hôtel. Là dès que je sors on est sur Alley Drive et voilà, on va pas trop se fatiguer, juste pour faire tourner les jambes un petit peu, pas s'endormir. Allez. Voilà, j'ai passé la première head station juste après le départ de la course à pied. Il y a une petite pause quand même avant, là ça redescend un petit peu. Je vais essayer de continuer 2 km par là et après je reviens 2 km, ça sera bon. Voilà, 4 km, 19 minutes 53. Bon, ça fait un tout petit peu plus que 5 minutes le kilo. Facile, juste reconnaître ce petit bout du parcours. Rien que ça, avec la chaleur, ça tape sur le crâne quand même. Ça va pas être facile, hein. Mais bon, ça va pas être facile pour qui que ce soit en réalité. Donc il va falloir passer par là. Allez, petite douche et ça va être repos. Donc voilà pour ce qui est de
mon arrivée à Hawaï, la préparation. Alors naturellement, j'ai fait très attention au sommeil, donc coucher c'était vraiment comme les poules vers 20h30, 21h. Lever finalement assez tôt, mais de manière naturelle, sans réveil ni rien, vers 6h, 7h, entre 6h et 7h on va dire. J'ai aussi fait, excusez-moi, je chopais un petit peu la mort en revenant d'Hawaï, en passant par Vegas où les mecs sont juste malades, ils mettent la clim à fond partout, il fait moins 10, tu sors de là, t'es pas bien, t'es congelé, alors qu'à l'extérieur il fait pas non plus 50 degrés en ce moment, il doit faire 26, 27, donc ça fait quand même un choc. Donc ouais, ça s'était plutôt bien passé au niveau de la gestion du jet lag, gestion du sommeil, alimentation pareil. Alors la nourriture sur place est extrêmement chère, clairement je me suis fait ouvrir. Alors bon, ensuite, vraiment les jours avant la course, c'est récupération du dossard. Ça a quand même une autre gueule que... Ouais, elle est sympa. Que Kazakhstan. C'est vraiment lever le pied niveau entraînement. Il y avait la course donc professionnelle femmes avec tous les groupes d'âge femmes et certains groupes d'âge hommes qui se tenaient le jeudi 6. Et en réalité, j'étais pas super convaincu et au départ vraiment c'était c'est un peu dommage de pas vraiment faire toute la course au même moment comme ça avait été par exemple le cas à Saint-Georges. Avec le recul, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir, moi, alors que je faisais la course, également participer comme spectateur à cette course-là. Bon, là on est jeudi midi, ça va être dans quelques minutes l'arrivée de la première femme professionnelle. A priori ça devait être Chelsea Sodaro, une super course. Pour le coup, moi je l'attendais pas, je sais pas vous, mais vraiment impressionnant. Donc là, j'arrive sur la ligne d'arrivée. Et je vais aller voir en live ce que ça fait lorsque quelqu'un devient champion du monde Ironman. Et au final, je trouve que ça a fait du séjour une meilleure expérience parce que j'ai justement pu, au-delà de vivre la course de l'intérieur, tout simplement voir comment la course se passait, encourager quelques personnes, voir l'arrivée de Chelsea Sodaro aussi, donc c'était plutôt sympa. Bon, là, on était clairement dans une phase de repos quasi total. La veille de la course, donc, je vais raquer le vélo, je dépose le sac de transition. Je crois que je fais 20 km super light de vélo juste pour m'assurer que tout fonctionne bien. J'avais changé la chaîne, j'avais mis une Ceramic Speed. J'avais aussi déposé le vélo donc, au stand Canyon à l'Ironman Village parce qu'en réalité, quand tu as un canyon, ils te le prennent, tu payes rien, ils te font un check de tout. J'avais les freins qui faisaient un petit peu de bruit, donc ils m'ont tout réglé, le vélo tournait nickel, donc vraiment au top. Donc je laisse le vélo, on retourne à l'appart, petit dîner, et là c'est comme avant chaque course maintenant, c'est essentiellement du riz avec des œufs ou alors du riz avec du thon. Ça va être ce genre de protéines là. J'avais pas envie de me faire chier à cuisiner des trucs, donc on a gardé ça assez simple. Couché assez tôt. Puis voilà, une bonne nuit, lever donc le jour de la course, toujours pareil, 3 heures avant le départ. Donc moi mon départ était à 7h05, donc réveil à 4h05. Et là c'est petit déj, donc ce que j'avais pris c'était des oatmeal avec je sais plus, mais je pense qu'il devait y avoir une banane, il devait y avoir peut-être une barre de céréales, il y avait un café, quelque chose qui fait quand même un certain apport de carbs, mais qui va pas non plus me rester sur l'estomac.
l'estomac. Ensuite, je me suis mis les tatouages, il m'en reste encore un petit peu là. Alors, bon, le tatouage, il fallait, j'ai pas lu, il fallait en mettre un sur chaque bras, il fallait pas en mettre sur les jambes. Alors naturellement, j'en mets un sur le bras gauche et j'en mets un sur la jambe gauche. Et en arrivant sur place, naturellement, ils vérifient. Moi, ils me font passer avec tout un tas d'autres personnes qui visiblement n'avaient pas compris non plus d'un côté, où sur le bras droit, on va me rajouter les mêmes chiffres. Et j'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, au final, sorti de la natation, les chiffres étaient illisibles et il restait quasiment plus rien sur les bras. Celui sur la jambe, par contre, il a tenu nickel, mais voilà, sur les bras, c'était quasiment parti. Ouais, pour la petite anecdote, donc je me mets les tatouages, je m'habille, je prépare un petit peu les boissons. Et on part parce que l'hôtel n'est pas loin, c'est quand même l'un des hôtels les plus proches, mais au final, comme aux États-Unis, tout est un petit peu loin, il faut quand même marcher une petite vingtaine de minutes sans trop se presser. Et naturellement, sur place, pour préparer le vélo et tout sur la T1, il y a énormément de monde, il y a une énorme queue, donc je voulais pas arriver stressé et j'y vais avec suffisamment de temps pour faire tout ça tranquillement. Donc on y va. Je fais la queue, j'arrive au vélo et bon là c'est comme d'habitude, hein, j'installe tout. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié les chaussures de vélo. Ça c'était une leçon bien apprise à Astana. J'avais aussi bien serré le pédalier, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. J'ai revérifié les vis autour du vélo 3-4 fois avant la course, donc vraiment aucun problème. Donc j'installe la nutrition, j'installe l'hydratation et les chaussures. Puis voilà, tout se passe bien. Je ressors du parc, je lâche le sac et je vais me placer donc dans le sas des. Alors on partait donc par vague de groupe d'âge. Donc moi j'étais dans le groupe d'âge 40-44 et je crois que c'était la 3e vague, donc à 7h05. Donc on se met en fait au niveau du départ, il y a une sorte de queue avec des sas, donc je me mets là, on attend, et puis quand la vague précédente est partie, on y va, on avance un petit peu. Donc là, il y a les pros qui partent, il y a 2 groupes d'âge avant qui partent, 7h05, enfin un petit peu avant du coup, 10 minutes avant peut-être, ils commencent à nous faire avancer. Moi j'étais à la fin du sas, donc j'arrive dans l'eau et il faut nager quand même peut-être 200 mètres pour être là où il y a 2 bouées avec des mecs en fait sur des planches de surf qui tournent comme ça pour pas que les gens avancent. Et quand ça va être l'heure du départ, en fait ils se poussent tous, il y a alors, je sais plus, c'est un sifflet, un canon, peu importe, et là tout le monde y va. Mais avant ça quand même, on est en train de flotter là, comme ça, tout le monde est un peu regroupé, tout le monde essaye de bien se positionner pour pas partir trop derrière. Et là on prend des coups de partout, c'est des mecs qui te poussent pour passer un peu, des coups de pied, des coudes. Alors on en prend mais on en donne aussi, on va pas se mentir. Et là donc, départ, là c'est l'enfer. Il y a du monde partout, ça s'agite partout. En fait, l'eau, on ne voit plus rien. Ça devient une sorte de mousse avec des membres qui bougent de partout. C'est assez difficile, c'est un peu oppressant pour être honnête. Et ça dure peut-être, je sais pas, 100-200 mètres où vraiment on est très compacté. Il faut vraiment faire attention à. Voilà, moi ma hantise, je porte des lentilles de contact, donc ma hantise c'était qu'un mec me fasse voler mes lunettes ou je sais pas, qu'avec un coup elle se pète comme elle s'était pétée à Saint-Georges et que je sois bien dans la merde après pour le reste de la natation. Mais ça va, ça s'est bien passé et peut-être après 200-300 mètres, j'arrive à peu près poser ma nage, mais il y a quand même une certaine densité tout du long. Alors je me dis bon voilà, je vais essayer de choper des pieds, ce que j'arrive à faire parfois, mais après tout le monde nage pas forcément droit et à un moment je chope les pieds d'un mec, mais je vois que le mec il s'écarte des bouées, donc j'essaie d'en prendre un autre qui est un petit peu plus sur la droite. Il faut toutes les laisser sur la droite en fait, donc on fait peut-être 1800 mètres avec les bouées orange sur la droite. Il y a un bateau au bout, là on tourne, il y a un autre bateau, on retourne vers le pier et là on laisse toutes les bouées jaunes sur la droite, pareil. Je sors de là assez content. Je regarde ma montre quand même et je suis sur 1h07, donc je me dis bon, c'est loin de ce que j'espérais vraiment me rapprocher d'une heure, d'autant plus avec vraiment tous les efforts fournis à l'entraînement cette année, j'espérais vraiment m'en rapprocher.
Par contre, quand je mets ça en perspective avec les résultats obtenus plus tôt cette année, à Saint-Georges, j'avais nagé en 1h10 de mémoire avec combinaison et c'était un rolling start, alors que là, c'est une sorte de mass start flottant par groupe d'âge, ce qui effectivement est une sorte de mass start au final, sans combinaison, avec du courant. À Saint-Georges, c'était dans un lac et il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas de flottabilité non plus. Des conditions qui peut-être étaient un peu moins confortables. J'arrive quand même à faire 3 minutes de moins. Donc bon, c'est au final, en mettant ces deux résultats en perspective, je trouve qu'il y a du mieux. C'est pas encore là où je voudrais être, mais en tout cas, ça a l'air d'être sur la bonne voie. Donc, première transition. Alors là, on sort de l'eau, on monte les marches, il y a les volontaires qui aident à tirer un petit peu sur le swimsuit, ce qui aide bien parce que le truc est vraiment collé, c'est difficile à enlever. On chope le sac, j'avais de la chance, j'avais le 1410 et au final, ça tombait pile au début de la rangée du milieu, donc super facile à trouver sur le bas. Donc j'arrive, je prends mon sac direct, bam, dans la tente. Là, je prends les petits manchons Trimtex, je me les enfile, droite, gauche. Je mets le casque. Avant ça, je mets toujours un petit bandeau Compressport pour éviter que j'ai la sueur qui me tombe comme ça dans les yeux. Je prends le casque, donc j'ai un gel Morten toujours dans ce sac-là que je m'enfile en courant vers le vélo. Et là, pareil, donc on fait tout le tour de l'aire de transition. Moi, c'est pareil, c'était super simple à trouver le vélo. Il était bien placé. Je crois que je fais la transition à peu près en 4 minutes de mémoire. Je vais vous dire ça. La première transition, elle est en 4,15. Donc plutôt rapide vu la taille de l'aire de transition. Et là donc on court, bim, alors je fais pas de flying mount, je fais une sorte de demi-flying mount où en fait j'enfile quand même le pied par-dessus, je mets le pied sur la pédale et je démarre sans sauter parce que déjà en plus j'ai deux gourdes qui ressortent de 750 derrière qui ressortent, donc j'ai pas non plus envie d'une part de m'étaler et d'autre part d'en faire sauter une, que ça devienne l'enfer. Donc là je pars sans problème, content de ma transition. Et donc là, on part direct on part sur la gauche, on fait une sorte de petite boucle vers le Target, le supermarché. Après, on remonte un tout petit bout sur la Queen K de mémoire. On descend Palani Drive, on tourne à gauche et là on fait un out and back, peut-être 5 km et 5 km, un truc du genre. Alors là c'est assez dense parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent en même temps, qui partent en même temps. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a énormément de public tout du long, donc ça c'est assez motivant. Là tout allait bien, honnêtement, les jambes elles réagissent bien, ça pousse bien, je gère la nutrition, je gère l'hydratation, je me pose vraiment dans mon effort. Et je pense que l'aller-retour, on remonte après Palani Drive, donc un petit effort quand même, je pousse un petit peu plus de watts. Et on se met direct sur la Queen K. Je pense que là tout allait bien. Moi je visais donc on va dire dans les 230 à 250 watts de moyenne. J'étais dedans, jusque là j'étais dedans. Et ensuite voilà, sur la Queen K, très clairement on se met en position aéro et on y va. Il y a juste à pousser, il y a juste à gérer ces montées qui sont assez usantes, faire très attention à la nutrition, très attention à l'hydratation. Là pareil, toutes les 30 minutes un gel Morten, j'avais mis une petite notification sur mon Garmin et entre ça, j'alternais entre chaque ravitaillement. De toute façon je prenais de l'eau, j'en buvais, je m'aspergeais, donc aucun problème niveau hydratation sur toute la course. Ça a vraiment bien été géré, mais vraiment penser à s'hydrater à chaque ravitaillement, c'est indispensable. Donc 2 Morten par heure. Plus j'avais donc derrière et sur ma gourde devant, j'avais également du Morten, donc des 320 et j'en avais 1,5 dans chaque gourde derrière, j'en avais 1,5 devant et dans ma gourde sur le cadre, j'avais 2 pastilles de Precision Hydration, des électrolytes 1500, alors je sais pas combien ça correspond, mais j'avais mis 2 pastilles dedans pour justement pouvoir aussi les prendre et assimiler mieux les glucides ingérés durant la course. J'avais aussi des petites capsules de sel que j'ai ingérées. Alors là, je crois que j'en ai pris une chaque heure parce qu'en réalité, je transpire quand même pas mal, surtout dans ce genre d'environnement et on perd quand même énormément de sodium. Et l'idée, c'est de tout de même pouvoir
reconstituer son stock de sodium au mieux pour voilà, pouvoir performer de la meilleure manière qui soit durant l'intégralité de la course. Donc début du vélo, ça se passe bien. Mais assez rapidement, je vois les chiffres quand même qui commencent à baisser niveau puissance. Et ça, clairement, ça sera la norme pendant toute la partie vélo. Donc je pars au départ avec une puissance de moyenne 230-250 watts. Et je finis vraiment la partie vélo. Bon, jusqu'à Avis, ça va encore. Même si la fin, c'est quand même une petite montée. Demi-tour, j'ai pas pris de sac de special needs ou autre, il y a des gens qui le prenaient, moi j'en ai pas pris, j'en avais pas besoin, j'avais déjà tout sur le vélo. Donc sur le retour, il y a une grosse partie qui est en descente. Ce qui est bizarre en fait, c'est que sur ce parcours là, on a l'impression d'avoir tout le temps le vent de face, ou alors 3/4 face. J'ai jamais eu vraiment l'impression d'avoir le vent derrière qui me poussait et qui me permettait d'être à une vitesse folle. Si peut-être tout à la fin, où du coup je poussais, on va dire, j'étais à 150 watts, vraiment j'avais rien dans les jambes, c'est comme si je m'en étais jamais servi de ma vie, ça n'avançait plus, je ne pouvais plus rien faire, mais j'étais quand même à 40. Alors, il y avait des petites descentes, mais parfois ouais, c'est à 40, 42, 43, donc c'était pas mal. Et au final, ça me fait une partie vélo en 5h27 avec une moyenne que je n'ai pas ici, une moyenne voilà, de 33,19 km/h. Ce qui n'est pas énorme, très clairement. Mais après, bon, vu la forme du moment, très honnêtement, ça aurait pu être pire. Donc 33,19 pour voilà, 5h27. C'est un petit peu plus qu'à Saint-Georges. J'aurais préféré me rapprocher, déjà rester sous la barre des 5 heures. Mais bon, après, voilà, il y a des jours sans et clairement, c'était un jour sans. Donc on arrive sur la T2, là, aucun problème. Je descends du vélo. La différence avec les autres années et la différence avec Saint-Georges, c'est qu'il n'y avait pas de volontaire pour récupérer les vélos. Donc on court avec le vélo pour aller le raquer et après hop, on refait le tour pareil de la transition pour aller récupérer son sac rouge de T2, se changer dans la tente et repartir. Transition ici en 4 minutes 17, donc c'est juste 2 secondes de plus que pour la T1 et au final ça se comprend dans le sens qu'il y a plus de choses à faire pendant la T2, même si le parcours qu'on fait à pied en fait une fois qu'on a posé le vélo est légèrement plus court, mais bon il faut mettre les chaussettes, il faut mettre les chaussures. Je crois que j'avais aussi pris le petit bandeau Omnius qui a des petites pierres pour rafraîchir. Bon, c'était alors je l'avais essayé à l'entraînement, j'étais pas convaincu. C'est garder un petit peu plus au frais avec des petites pierres. Quand on les mouille, c'est censé faire un effet un peu frais. Et je pense que ça sera pas de trop samedi. On a un peu l'air d'un con avec. Une belle marque de bronzage encore. Ah bon, on va voir comment ça fait. Quand on le met, ça fait un peu frais et normalement quand on verse de l'eau dessus, c'est censé accentuer l'effet. C'est déjà pas évident sans la natation, sans le vélo et 125 km avant de marathon. Ça va être dur samedi. Alors là, je l'ai fait plus vite. 8 km, 32 minutes 30. Et le pace, ça doit être 4,04. Donc c'est forcément plus vite que ce que je vais faire samedi. Mais l'idée, c'était voilà, faire en même temps qu'une petite reco de cette portion-là, faire une petite séance assez dure, assez haute intensité, ce qui était le cas, parce que j'ai le cardio qui montait pas mal. Parce qu'il y a la côte qui n'est pas très forte, mais il y a la chaleur et ça tape, ça fait très très mal. Donc c'était plutôt cool. Les chaussures, bon ressenti, c'est forcément plus dur que les Alpha Fly et les Alpha Fly 2. Il n'y a pas cette sensation de retomber sur quelque chose de totalement mou devant, mais au final, je me demande si je vais pas vraiment utiliser celle-là pour la course, parce que j'ai bien aimé la sensation. J'ai pas de fatigue, j'ai pas de douleur, et je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de déperdition d'énergie au final. C'est peut-être un petit peu plus dur sur la fin du marathon, mais en termes de retour d'énergie, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc ça c'est pas mal. Le bandeau, honnêtement, j'ai pas, même en mettant de l'eau dessus, j'ai pas vraiment remarqué de différence. Donc je sais pas trop, surtout que le risque c'est que je prenne un énorme coup de soleil au-dessus du bandeau.
J'ai pas trouvé de casquette ou quoi que ce soit qui permette de me couvrir le crâne. Mais bon, ça je vais encore décider, mais pour le reste, ça a l'air pas mal. Là, on va aller prendre un petit café et après, on va aller faire 2 petits kilomètres de natation tranquillou dans la baie. Allez. Et ensuite, en course, je me suis dit, bon, le jeudi, j'ai quand même vu tout le monde, y compris les pros et tout, qui en portaient un. Je me suis dit, bon, je vais quand même le mettre parce qu'au final, c'est peut-être mieux que rien. Et en tout cas, c'est peut-être mieux que juste une casquette ou juste un bandeau Compressport comme je mets d'habitude. Donc je l'ai mis avec une casquette pour quand même protéger du soleil parce que ça tabasse. Hein. Là-bas, clairement, dès qu'on est au soleil, on a l'impression de cuire. Et honnêtement, ça coûte 250 balles. Je suis pas sûr que ça vaille la peine de les investir. Ça sert pas à grand chose. En fait, il faut le garder donc à l'air et il faut qu'il soit mouillé. Donc moi j'ai couru avec une bouteille à la main où je mettais des glaçons, je mettais de l'eau. Il y avait pas de, au départ il y avait des carbs, mais après il y avait juste de l'eau et des glaçons. Je m'en aspergeais la tronche, je m'en mettais un petit peu partout, mais au bout d'un moment je l'ai enlevé le bandeau parce qu'il me saoulait. Mais avec ou sans bandeau, en fait ce qui fait du bien c'est juste de s'asperger avec de l'eau fraîche. Le bandeau il n'a pas vraiment aidé. Donc à ce niveau-là, très honnêtement, je suis pas sûr de le recommander, en tout cas pas à ce prix-là. 250 balles pour 4 bouts de pierre, un bout de tissu, enfin la blague elle est un peu chère. Donc ça c'est dit. Et donc j'enfile ça, bim, je pars sur la course à pied. Je pense que les premiers 1-2 km, c'est toujours un peu trompeur parce qu'on a vraiment l'impression, voilà, les jambes sont un petit peu anesthésiées après le vélo, on a l'impression qu'on est là, qu'on va pouvoir envoyer comme un porc et surtout maintenir ça pendant tout le marathon. Grosse erreur, c'était clairement pas le cas. Alors les 2 premiers kilomètres, je les passe les 3 premiers kilomètres, je les passe en 4,37. Ce qui était déjà au-delà de ce que je m'étais fixé parce que je visais, on va dire, entre 4,20 et 4,30 en termes de moyenne à maintenir sur le marathon. Donc déjà là, j'étais un petit peu derrière. Et ensuite, là, ça commence à dévisser. On repasse sur du 5,18, 5,48, 5,22, 5,31 et ainsi de suite. Donc bon, clairement, le premier out and back, ça montre que ça va être difficile. Je fais toujours très attention pareil à la nutrition, à l'hydratation et clairement sur cette course-là, le résultat n'est pas dû à ça. Ça s'est très bien passé. Maintenant, je fais quand même très attention. J'arrive à bien gérer ça. Je sais comment le corps réagit. Je sais de quoi il a besoin. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais donc, on repart après sur Palani Drive, qui est la montée un petit peu raide. Il y a une head station juste en haut avant de repartir sur la Queen K vers le Energy Lab. Et là, clairement, je me dis, bon, je vais pas tenir le truc. Je vais essayer de peut-être adopter une stratégie où je vais marcher pendant les head stations et je vais me mettre à courir entre les head stations, ce qui faisait généralement 2 miles et demi, je crois. Ce que j'arrive à faire, en fait, jusqu'à l'entrée du Energy Lab. Arrivé dans le Energy Lab, là vraiment c'était un peu la même sensation de nouveau qu'à vélo, plus rien dans les jambes, j'étais bien, j'avais pas de douleur, j'avais pas de quoi que ce soit, la chaleur elle m'a pas fait souffrir, l'humidité ça m'a pas empêché de respirer, il y avait juste pas d'énergie quoi, c'était un truc de fou, j'étais là comme ça, je vais mettre un pied devant l'autre mais que ça marchait pas, donc même marcher ça devenait chiant en fait, ça devenait dur. Donc là, souffrance, là je me dis ok bon, de toute façon c'est hors de question de ne pas terminer. Ça pour le coup, même s'il fallait ramper, ce qui est je crois l'un des moyens de locomotion qui est autorisé par Ironman avec le fait de marcher et de courir pendant la partie course à pied. Donc même s'il fallait ramper, je serais allé chercher cette médaille de finisher, ça c'était hors de question d'abandonner. Et là je me dis que ça va vraiment être long parce qu'on est quand même à peut-être 15 bornes, un peu plus même de l'arrivée. Et marcher 15 bornes comme ça, au milieu de rien du tout, en fait, des champs de lave, c'est une nouvelle forme de souffrance. Donc je suis là comme ça, en train de marcher, courir, à l'head station, je prends tout ce que je peux, j'essaie de me rafraîchir, je commence à prendre du Red Bull, du Gatorade, qui est dégueulasse au passage, en tout cas le truc à l'orange, moi j'y arrive pas, du Coca, rien n'y fait, donc là je me dis bon, je commence à regarder l'heure, je commence à me dire bon à peu près vers quelle heure je vais arriver, est-ce que je vais avoir ma photo à la ligne d'arrivée 2 jours. Là je vois le soleil qui commence à descendre et tout, ça descend assez vite, hein. Le truc il est encore un peu haut et en 20 minutes il n'y a plus de soleil. Donc là
je me dis bah en fait je vais arriver la nuit ce qui était quand même un truc que je voulais éviter et mais bon je m'accroche quand même, voilà, j'arrive à revenir. J'arrive en haut de Palani Drive, là bon, après ça descend, donc j'essaie de me motiver un petit peu à courir. J'arrive à recourir un petit peu sur Palani Drive, sur la petite portion avant de redescendre encore sur Ali Drive et revenir vers l'arrivée. Et là je me dis, allez quand même, le dernier kilomètre, les derniers 2 kilomètres, tu peux juste pas marcher quoi, c'est pas possible, t'es pas venu là pour ça. Il y a toujours un petit regain d'énergie avec l'adrénaline, le fait qu'on sent que l'arrivée est là, on sent la ligne d'arrivée, on entend les gens qui hurlent, on entend l'annonceur là qui dit bah voilà le nom des gens, you are an Ironman, c'est Mike Riley, je crois, c'était d'ailleurs sa dernière course, c'est un championnat du monde en tout cas. Donc je me dis allez, je vais quand même courir, je vais quand même faire l'effort. Et là bah, curieusement, c'est assez marrant de voir comment le corps est fait, parce que après avoir marché je ne sais combien de temps, j'ai mis plus de 4 heures pour le marathon, bah là j'arrivais à courir et j'étais plutôt bien en fait. C'était assez curieux et plutôt rapide. Pareil, aucune douleur. Mais bon, voilà, il y a 1 heure avant, 2 heures avant, j'étais incapable de ça. Et là, 2 km de l'arrivée, j'arrive à me motiver, alors, certainement pour les photos, peut-être pour pas arriver en marchant et en rampant au niveau de la ligne d'arrivée. Mais là, en tout cas, ça passe. Donc là, il y a quand même vachement plus de monde, même s'il était, au final, il n'était pas si tard que ça, mais il était quand même un petit peu plus tard que prévu. Donc là, c'est bien blindé, il y a bien du bruit partout, il y a l'arche qui est allumée, il y a les photographes, et c'est assez sympa, c'est un moment qui passe toujours trop vite. Pedro Roca from Portugal, you are an Ironman, Pedro. Marco Tarquini from Italy, you're an Ironman, Marco. From Belgium, Arnie Flotsman, you are an Ironman. Mais très honnêtement, c'est vraiment un sentiment quand même de réalisation, d'avoir accompli quelque chose, d'être allé au bout de quelque chose, d'être allé au bout de son effort. Bah, d'autant plus que pour moi, comme je vous l'avais dit, courir à Hawaï, c'était un petit peu le but, l'objectif quand j'avais commencé le triathlon. Donc là, vraiment, c'est un peu indescriptible. C'est à la fois un moment de joie, c'est vraiment génial. Mais à côté de ça, c'est aussi forcément une énorme déception parce que j'étais pas venu chercher ce résultat-là. Et malheureusement, le corps ce jour-là n'était juste pas capable de faire mieux. Donc voilà, donc après on vous emmène, on vous met une serviette, un collier, une médaille. Il y a une petite zone de repos derrière, il y a des endroits pour... voilà, on vous sert à manger, des petits burgers, des frites, il y a tout ce qu'on veut à boire. Après, il y a une queue interminable pour récupérer son vélo et après, voilà, direction l'hôtel. C'est très classique. Ensuite, on avait le vol le lendemain, donc on est reparti le lendemain direct. On n'a pas pu aller à tout ce qui est cérémonie ou autre, ce sera pour la prochaine fois. Mais bon, très honnêtement, voilà, j'ai quand même un sentiment super mitigé. Extrêmement content d'avoir vécu cette expérience, super content d'être allé jusqu'au bout de l'effort, d'avoir franchi cette ligne d'arrivée, d'avoir rapporté cette médaille. Mais par contre, voilà, dans une forme qui clairement ne représentait pas l'investissement de cette année, des dernières années, ne représente clairement pas, ça j'en suis convaincu, ce que je suis capable de faire sur cette course. Et du coup, il va falloir y revenir. Et ça, il va falloir se requalifier avant. Donc, maintenant, en 2 mots, parce que je pense que je ferai quand même une vidéo un petit peu dédiée à ça, juste pour aller un petit peu plus dans les détails et essayer de réfléchir ensemble justement peut-être aux conséquences en fait de s'entraîner trop, de trop vouloir arriver prêt et au final peut-être atteindre un niveau de fatigue qui au quotidien ne va pas se ressentir, ou alors à la marge, mais dans le cadre d'une course va vraiment vous handicaper tout simplement. Et je pense que clairement le résultat
Je l'explique par plusieurs choses. D'une part, c'est un parcours qui est extrêmement difficile, c'est un parcours qui est très usant, que ce soit en natation, que ce soit en vélo, que ce soit en course à pied, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il y a toujours un obstacle qui va rendre, il y a toujours un élément qui va rendre la chose plus compliquée. En natation, le départ, déjà, forcément, ça crée un stress. Ensuite, il y a le fait que ce soit une nage en eau ouverte, il y a le fait que ce soit une nage sans combinaison. Il peut y avoir des courants, il peut y avoir du vent. Ça rend les choses un petit peu plus compliquées qu'une natation, je veux dire, dans un lac avec une combinaison, avec un rolling start. Ça de base. Ensuite, sur le vélo, c'est un vélo qui... voilà, c'est tout droit, sauf au début et le turnaround et un petit peu à la fin, c'est tout droit, il n'y a pas de virage. Donc moi ça me convient bien ce genre de parcours, sauf que c'est un parcours qui est très usant parce qu'il est sans cesse comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça oblige à relancer à chaque fois et j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup plus fatigant par exemple que d'avoir une bonne vraie ascension à un moment. Et voilà, on redescend et après c'est flat ou il y a quelques petites buttes, mais là vraiment c'est que comme ça. Et il y a aussi l'élément vent qu'on a souvent dans la tête et j'avais l'impression de l'avoir tout le temps dans la tronche au final, qui naturellement use encore plus et d'autant plus pour les cyclistes qui ne sont pas les plus forts, ça se ressent davantage. Ce qui est mon cas, et il y a le côté aussi exposition, je veux dire, au soleil, humidité. J'ai vraiment pas l'impression d'en avoir souffert, donc pour moi c'est pas quelque chose qui explique la contre-performance, mais en revanche forcément ça a peut-être affecté un petit peu la performance par rapport à une course qui se serait tenue, je sais pas moi, avec 20 degrés, 40% d'humidité et un ciel un petit peu voilé. Ça c'est indéniable. Et ensuite sur le marathon, c'est un petit peu la même chose, c'est que ça monte, ça descend en permanence. Il y a le soleil qui tape, il y a l'humidité et c'est pareil, c'est un parcours qui est super usant. Donc après la natation qui est déjà usante, après le vélo qui est super usant, on arrive sur ça. Bon, c'est pas facile. Et d'autant plus qu'on arrive après sur le Energy Lab, qui en fait, on a l'impression, j'avais pas eu cette impression-là la première fois que j'y étais allé, mais pendant la course, on a l'impression que quand on y descend, il n'y a plus vraiment de vent. C'est un peu encaissé, donc c'est un peu abrité, et il y a une température qui est plus élevée. Donc du coup, c'est vraiment ça tombe dessus. C'est pas super facile à gérer. Et après, donc, on va au bout de ça, et là, on remonte, et il y a encore une grosse côte à se taper. Et après, on remonte sur la Queen K, et là, c'est pareil, ça remonte, ça redescend, c'est l'enfer. Donc, je pense que la typographie du parcours, les conditions météorologiques, l'environnement font que la course à la base n'est pas facile. Et ça, au final, c'est facile pour personne. Il y a des gens qui ont très très bien performé. Mais voilà, je pense que c'est une partie de l'explication de la contre-performance, en tout cas du fait que je n'ai pas atteint le temps que j'aurais souhaité. Mais maintenant, pour la prochaine fois, je saurais que voilà, c'est des éléments qui sont clairement à prendre en compte. Alors, tout le monde dit oui, Hawaï c'est difficile et tout, mais bon, au final, tout le monde dit que telle ou telle course est difficile. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ah ouais, tel Ironman il est super facile, vas-y, tu vas le finir en 5 heures. C'est toujours difficile en soi une course. J'avais fait Nice, j'ai fait l'Embrunman, c'est des courses qui sont difficiles. Là, c'est un autre niveau quand même. C'est vraiment un autre niveau. Ensuite, deuxième élément, je pense que c'est essentiellement l'élément principal en réalité. Je pense que je me suis tout simplement trop entraîné cette année. Alors ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais le sentiment c'est que je n'ai jamais été aussi prêt. Je n'ai jamais été aussi fort physiquement, je n'ai jamais été aussi entraîné, aussi confiant en mes capacités.
que ce soit en natation, j'ai énormément progressé, que ce soit en vélo, j'ai quand même gagné pas mal en puissance, ou alors que ce soit en course à pied. Mais malgré ça, il y a eu cette sorte de voilà, contre-performance, cette absence d'énergie. Et c'est clairement pas lié au fait que le corps n'était pas prêt pour affronter cette distance, pour affronter cette difficulté. Parce qu'il n'y a pas eu de blocage physique, il n'y a pas eu de blocage en termes d'endurance, cardio ou autre. Là, vraiment, l'entraînement à payer. Il n'y a à aucun moment, je me suis dit, ah, putain, c'est trop long, je vais jamais arriver à finir ça. Clairement pas. Le problème, c'était un problème d'énergie. Vu que la nutrition était bien gérée, vu que l'hydratation était bien gérée, vu que le sommeil était bien géré, le repos, la récupération, tout était bien géré, je pense que c'est quelque chose qui est en réalité plus profond. Alors, il y a le matériel aussi qui était au top. Je n'ai absolument pas critiqué quoi que ce soit en termes de matériel, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied. J'avais essayé les Metapit Sky, je voulais faire quelque chose d'un peu différent pour cette course-là. Super agréable, vraiment, je peux même pas dire que c'est à cause des chaussures. J'aurais bien aimé avoir cette excuse-là, mais là, je peux même pas dire ça. Donc, la seule explication que j'ai, c'est que en réalité, il y avait un problème de fatigue, peut-être chronique, latente, qui était essentiellement due à l'entraînement, donc à la charge d'entraînement réalisée pendant les mois précédents, tout au long de l'année, ce qui peut-être tout simplement pour moi est trop. Alors, je pense que nager 20 heures par semaine, c'est pas 20 km pardon. Nager 20 km par semaine, je ne crois pas que ce soit ce qui prenne le plus. Je pense qu'au contraire, le volume est clairement une clé de progression dans la natation. L'habitude, le fait de refaire de manière assez fréquente le mouvement, c'est une clé de la progression. À ce niveau-là, c'est peut-être un petit peu trop, mais je n'en suis pas persuadé. Le vélo, peut-être que des séances de 5 heures sur Home Trainer, ou alors plusieurs semaines à 500 km ou 400, 500 km, et on ne parle pas de 2-3 semaines sur l'année. On parle pas de 2-3 semaines sur l'année, il y en a quand même eu pas mal. Peut-être que c'était trop, peut-être que au-delà de me renforcer physiquement, ça a aussi, de manière plus insidieuse, créé une fatigue physique qui, voilà, dont la période d'affûtage et vraiment le fait de lever le pied avant la course ne m'a pas permis de récupérer. Et en course à pied, je pense que c'est un peu pareil, à la fois un mélange donc de survolume, avec des semaines à plus de 100 km/h, voire un petit peu plus. Il y en a quand même eu pas mal, même si ces derniers temps, vu que je m'étais quand même blessé à Vitoria, au niveau de la cheville gauche, j'avais quand même levé le pied, j'étais plus sur 50-60 km par semaine, justement pour éviter de rajouter et laisser quand même à ma cheville le temps de récupérer. C'était peut-être trop, et surtout naturellement le cumul donc de la natation, du vélo et de la course à pied, avec la majorité des semaines cette année à plus de 20 heures, avec des semaines quasiment à 30 heures. C'était peut-être tout simplement trop. Le fait de faire 3 Ironman, 3 fulls dans l'année, pareil, c'était peut-être un petit peu trop. Alors après, il y avait forcément la question des reports. C'était un petit peu dommage de laisser passer, vu que Ironman ne remboursait pas l'inscription avec l'hôtel parfois et le vol. Donc peut-être que Astana c'était de la gourmandise, peut-être que faire 3 Ironman full dans l'année c'était un petit peu trop. Voilà, c'est des chemins de réflexion. Je ne vais pas forcément m'étendre plus sur cette vidéo qui doit déjà durer bien longtemps, mais je pense que je vais en faire une vidéo dédiée parce qu'au final, on a tous l'impression qu'en s'entraînant plus fort, plus de volume, plus longtemps, plus fréquemment, on va progresser. C'est certainement vrai en partie. Il y a une partie de vrai parce que l'augmentation du volume, l'augmentation de la cote d'effort, l'augmentation de l'intensité vont forcément aider à progresser, mais elles vont aider à progresser jusqu'à un certain niveau. Et ce niveau-là, je pense que c'est le niveau auquel le corps ne va plus être capable de récupérer.
pas immédiatement pour pouvoir être prêt le lendemain à refaire la même chose ou une autre séance difficile et ainsi de suite. Mais au moment où on va dire au corps, maintenant tu dois performer au maximum que tu peux, à la fois en natation, à la fois en vélo et à la fois en course à pied, pendant une épreuve voilà, qui doit durer pour moi idéalement aux alentours de 9 heures. Et je pense que cette sorte de surentraînement, même si j'ai pas subi des effets qui sont typiquement liés au surentraînement, ça reste, je pense, une sorte de surentraînement parce que on a l'impression de progresser, ce qui est certainement vrai, que je vous disais en partie, mais à côté de ça, le corps prend quand même cher, accumule un certain niveau de fatigue et au final, ça se ressent le jour de la course où vraiment on lui demande voilà, de se dépasser et de donner tout ce qu'il a. Et au final, il n'a pas tant que ça à donner. Il est fort, j'ai eu aucune courbature le lendemain de la course, c'était parce qu'au final j'ai pas pu pousser très fort, donc je me suis pas vraiment fait très mal. Je voulais pousser fort, la tête me disait de pousser fort, mais le corps lui n'était juste pas disposé à le faire. Donc j'ai pas pu le faire, pas de courbature, et je pense que c'est probablement l'un des effets un peu pervers de vouloir justement surenchérir en termes d'entraînement. Alors forcément on a tous des réseaux sociaux, on voit tous comme tel ou tel professionnel s'entraîne, on voit tous comme telle ou telle personne qu'on connaît, amateur, s'entraîne, et on a l'impression d'avoir quand même une sorte d'émulsion vers le haut. C'est toujours sympa lorsqu'on nous dit « t'as fait une séance de fou et tout », mais au final, je pense qu'il faut quand même réussir à se détacher de ça, parce que c'est bien pour l'ego, mais ce que j'en vois, c'est que c'est pas forcément bon pour la performance. L'année dernière, lorsque je m'étais qualifié à Tallinn, j'avais pas l'impression d'être aussi fort dans aucun des trois sports que maintenant, certainement pas en natation, beaucoup moins de technique, beaucoup moins d'endurance. En vélo, j'ai beaucoup plus de puissance maintenant sur des sessions isolées. En course à pied, je pense que je peux tenir des rythmes, si ce n'est similaires, meilleurs. En tout cas, faire un enchaînement plus facile du fait que je sois plus fort en vélo. Mais j'ai fait un meilleur temps, et j'ai fait un meilleur temps sans vraiment avoir l'impression de mourir non plus. Même si c'est difficile le jour de la course, j'avais pas l'impression d'être au bout de ma vie. Alors que là, c'est vraiment le corps ne donne pas plus. Donc c'est vraiment, je pense, la leçon à retenir de cette contre-performance. Et encore une fois, je vous referai une vidéo sur ça, parce que je pense que c'est assez important d'en parler. On a toujours une sorte d'inflation vers celui qui va s'entraîner le plus longtemps, le plus dur, et va faire le plus d'heures par semaine. Et j'ai essayé cette année, et très clairement, je pense que c'est pas quelque chose que je vais refaire l'année prochaine. Je pense que je vais revenir à un niveau beaucoup plus modéré en termes d'heures, en visant plus de qualité, toujours un volume qui permet de performer sans être dans la difficulté, de courir à la distance sans être dans la difficulté, mais peut-être une meilleure balance tout au long de l'année entre ce qui est entraînement, à la fois volume et intensité, et récupération pour arriver vraiment le jour des courses au maximum. Donc on va finir la vidéo sur ça. Si vous avez regardé jusque là, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots avant, après la course, c'était vraiment super sympa. Honnêtement, ça fait plaisir d'avoir une communauté comme ça. J'espère qu'on va encore la faire grandir ensemble. Moi, je vous dis à très vite. Je vais essayer de vous publier une vidéo avant St. George sur voilà, ce petit séjour aux États-Unis qui fait une sorte de petit road trip en Arizona pour arriver à St. George, pour préparer les championnats du monde 70.3. Et si possible encore, je vous en lâcherai une juste avant la course, un petit briefing pour voilà, juste vous dire comment est-ce que ça va, quels seront les objectifs si jamais je décide de m'en mettre pour cette course. Mais en tout cas, merci encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.